Voilà, ici on est occupé à faire un assemblage à mi-bois, c'est-à-dire qu'on va avoir la poutre qui va partir de part et d'autre de l'extension au-dessus de la baie vitrée. Alors cette grande poutre-ci va venir poser sur le linteau au niveau du support ici, d'accord? Alors quand on fait une coupe en L comme ceci, il faut toujours bien veiller à percer un trou dans l'angle de la coupe pour casser les fibres en fait. Pourquoi? Quand on a une coupe comme ceci en L, il y a une pression qui va se faire ici directement sur la fibre de bois qui risque à terme de se fissurer tout le long de la poutre. Tandis qu'ici, en perçant le trou dans les fibres du bois, en fait, toute la pression est reprise sur toutes les fibres qui sont autour de ce diamètre. Donc moi ici je travaille avec un trou de diamètre 10 et puis seulement je viens faire ma petite découpe en L pour mon mi-bois. Comme ça je suis certain que je ne vais pas avoir de fissures filantes le long de ma poutre. D'accord? Mais vous allez voir quand ça sera mis en place, ça sera peut-être plus facile à comprendre. Voilà, donc on continue tout ça.
Voilà, donc ici on va couper la poutre, la panne fêtière en fait, qui est un lamelé collé. 120 par 320. Alors, donc on a la chance évidemment nous d'avoir eu cette machine pour tester. En fait, j'ai demandé s'il y avait possibilité de tester. C'est toujours intéressant de connaître un petit peu des nouvelles machines. Alors là, on peut couper jusqu'à 20 cm de hauteur de poutre, donc on est largement dans le bon. Et évidemment, celui qui ne sait pas s'offrir ce type de machine, c'est tout simple, un coup de scie circulaire d'un côté, retourner à la poutre, coup de scie circulaire de l'autre côté, ou au braquet, c'est toujours un peu plus chaud aux patates, mais ça se fait. Donc voilà, nous ça nous permet de tester ça, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. On l'a déjà utilisé 2-3 fois pour couper les 80 par 240, voilà, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Alors le gros avantage aussi de cette machine, ben, comme vous voyez, c'est que ça se met sur le rail. Donc voilà, c'est vraiment une simplicité. Ça fonctionne mieux quand elle est branchée, évidemment. Merde, le partenariat. Elle est branchée? C'est bon. Ah, ça marche pas mieux apparemment. Ah, c'est une blague. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est quand même assez efficace. La coupe est propre, franchement, donc c'est une lame de tronçonneuse, donc ouais, non, c'est nickel. Franchement, plutôt content de la machine. Allez, c'est parti. Moi je te guide, donc tu fais comme tu veux. Si tu préfères à droite, tu mets à droite, Louis. Si tu préfères à gauche, tu mets à gauche. Je te fais pas mal, ça sert à rien, d'accord? Tu fais vraiment comme... Ouais, tracasse. Elle est quand même un peu plus lourde que l'autre. Hein. Attention à la sangle derrière toi, Louis. Voilà, nous sommes arrivés en fait à la fin de la grosse phase de construction, c'est-à-dire la structure pleine de l'ossature, les pointes, les linteaux de reprise de charge, la panne fêtière et le départ de charpente est fait. Donc on a les chevrons de départ à gauche et les chevrons de départ à droite qui nous permettent maintenant de tirer nos ficelles pour pouvoir couper tous nos chevrons de charpente les uns après les autres. Ça va venir tout de suite après. Et alors on va venir les aligner aux ficelles comme je vous ai expliqué juste auparavant. Alors ce qui est important dans ce type de bâtiment, ça paraît quelque chose de relativement simple, on va dire, ou en tout cas de logique, c'est que tout doit être parfaitement de niveau, etc. Alors la structure, vous l'avez vu, elle est autoportante en bas, il y a un porte-à-faux d'1 mètre, et il faut que tout soit bien calculé pour être certain que nos sablières de reprise de chevrons de charpente, que la panne fêtière, etc. soient parfaitement de niveau et d'aplomb. Alors je sais, je répète souvent parfaitement de niveau, parfaitement d'aplomb, mais regardez, le bâtiment ici, c'est le cas. Donc on vient de mettre
le solive en bas, vous pouvez regarder le niveau, on est parfaitement de niveau, je veux dire on ne triche pas, on est parfaitement de niveau sur cette partie là. Donc là le châssis de fenêtre va venir, le poteau ici, voilà, on a la petite tablette, c'est pareil, on est parfaitement de niveau. Donc ça veut dire que notre plancher est de niveau dans ce sens-ci et dans ce sens-ci. Ça veut dire que d'office ça nous facilite la tâche pour nos sablières, ça nous facilite la tâche pour la découpe de nos chevrons doivent être coupés ben voilà, au millimètre et c'est tous les mêmes. Je peux aller sur la sablière et vous faire, on a fait de la même manière. Ensuite, pour faciliter la tâche au suivant, ben, il faut que nos montants ici de fenêtre soient aussi également de niveau pour justement nous garantir, allez, je vais dire, un bâtiment d'équerre dans les coins. Quand on va faire notre bardage, ça va être pareil. Quand on va faire les retours de fenêtres, c'est pareil. On peut aussi éventuellement montrer que, donc voilà, ici, il faut qu'on soit de niveau. Donc, tout l'intérêt de faire, comme je vous expliquais, les diagonales au départ de vos structures, voilà. Donc quand on fait les structures de départ, les diagonales, elles doivent être faites, c'est justement pour pouvoir garantir au final, à chaque fois, des structures d'aplomb et de niveau. Donc comme ça, maintenant, ça nous facilite vraiment la tâche pour tout le reste. Donc la poutre qui est ici au-dessus, on a pu se fier finalement sur les plans que j'ai réalisés. Donc la façade, elle fait 5,13 m, et ben, j'ai pu couper ma poutre de l'étage à 5,13 m sans spécialement devoir positionner la poutre une première fois, commencer à remesurer, etc. Je me suis fixé dessus, d'où l'intérêt d'être hyper méticuleux lors de la réalisation du travail par rapport au plan qu'on a réalisé. Ici c'est pareil, ce poteau-ci, il doit reprendre la charge de cette poutre-ci et de ce poutre-là, donc il faut que la poutre, pour que le calcul soit efficace, soit de nouveau parfaitement de niveau dans les deux sens. Sinon, il y a des pertes de charge, il y a aussi des possibilités de mouvement de la structure si dès le départ on n'est pas droit. Donc voilà, ça c'était pour un petit peu l'explication de notre système. Alors ici pareil, hein, on est parfaitement de niveau. Celui-là ne montre pas le ah, celui-ci on l'est. Donc voilà, tu peux. Voilà, là on est parfaitement de niveau. Hein. Voilà. Et de l'autre côté, faut pas le faire. On bougera la bulle au montage. C'est pour rire, on est évidemment aussi de niveau. Voilà, on ne sait jamais parce que on vient de nous dire que oui, c'est n'importe quoi. Donc, la bulle est pile au-dessus. Lui est blagueur aussi. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est très important dès le départ. Je sais que des fois, certains maçons, ça les embête de chipoter sur les blocs d'assises de départ pour qu'on soit de niveau. Je sais que les personnes qui commencent les ossature bois, ça les ennuie de caler pour mettre les lisses basses de départ parfaitement de niveau, etc. Mais tout ça, ça a vraiment une application sur le reste et ça a surtout une incidence sur la manière dont les choses vont être réalisées par la suite. Comme je vous dis, le plancher, on s'est embêté une journée parce qu'il drachait, c'était vraiment une galère, même moi j'en avais... Mais voilà, on s'est pris la tête, on a mis le plancher vraiment de niveau, ça bipait au laser dans les quatre coins. Et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo finalement, je vous montre, c'est que j'ai tendance justement à pointer du doigt pas mal de gens en fait au final, je sais bien et je sais que ça dérange, mais c'est aussi pouvoir montrer que oui, je pointe du doigt, mais je suis hyper exigeant avec moi-même au départ. Et cette exigence nous permet justement de faire du travail de qualité et de pouvoir permettre d'avoir à notre niveau des beaux projets. Les clients nous font confiance pour ce genre de choses aussi. Donc voilà, je n'avais pas grand chose à ajouter par rapport à ça, c'était juste vraiment pour vous expliquer l'importance justement de tous ces petits détails, surtout dans l'ossature bois. Les maçons ils peuvent encore tricher sur un bloc avec leur mortier, etc. En bois, on ne sait pas tricher. Si c'est pas d'aplomb, c'est pas d'aplomb. On ne va pas raboter notre poutre en sifflet sur les côtés. C'est pas d'aplomb à l'extérieur, c'est pas d'aplomb à l'intérieur. Donc voilà, allez, maintenant on va attaquer les chevrons de charpente, vous allez voir la suite. Et puis voilà, allez, à tout de suite.
Ok. Aujourd'hui, on débute la charpente de l'ossature bois pour laquelle on est occupé, et c'était l'occasion de vous expliquer comment est-ce qu'on procède pour fixer les pieds de charpente ou les pieds de chevron sur la sablière. Donc la sablière, c'est la planche qui supporte les chevrons de charpente sur le dessus des murs, d'accord. Alors j'ai représenté ici le chevron de charpente, d'accord, donc vous imaginez qu'il continue, et ici vous avez la sablière. Donc là je suis en train de couper toutes les pointes de mes chevrons de charpente. On va vous montrer comment est-ce qu'on fait pour aligner le dessus à la ficelle, mais c'est important pour moi de vous montrer comment les fixer en pied de charpente. Donc vous avez la base de votre chevron de charpente qui vient poser sur la sablière, pas en extérieur posé comme je vois certains, sinon ça fait pousser les murs et ça fait déverser les murs. Alors on les fixe avec ce type de patte. Donc il existe différents modèles, et voilà pourquoi est-ce que je prenais la peine de vous montrer ceci. C'est qu'il faut absolument veiller à avoir des trous oblongs sur la base de votre sablière. Donc votre chevron de charpente, il va se fixer comme ceci. Ensuite on utilise des tire-fonds pour venir fixer dans la sablière, d'accord, mais votre chevron de charpente doit toujours avoir un certain glissement. Donc votre chevron doit pouvoir avancer et reculer, d'accord. Pourquoi? Parce que en fonction du poids de base de votre charpente, il va y avoir le vent, il va y avoir les effets de la neige, il va y avoir les effets de la pluie, l'humidité ambiante du bâtiment, etc. va faire que vos chevrons de charpente vont pousser ou se rétracter. Et pour ça, il faut absolument que votre fixation en pied puisse laisser coulisser votre chevron. Si votre chevron ne s'est pas coulissé vers l'avant ou vers l'arrière, vous risquez d'avoir des contre-flèches. Donc vous avez la flèche qui est la panse de vache, on va dire pour faire simple. Donc vous avez vraiment le creux, hein, la planche qui fléchit en son centre ou en fonction des portées, etc. Mais il y a aussi des contre-flèches, c'est-à-dire que si mon chevron ne s'est pas poussé, ne s'est pas glissé vers l'avant et qu'il y a une surcharge au niveau de la rétractation ou autre, votre chevron va faire une contre-flèche. Et ça, c'est très important, surtout quand on fait les calculs des charpentes préfabriquées. Si la contre-flèche n'est pas prise en compte, c'est pour ça que sur certaines nouvelles constructions, vous voyez les toits qui font des vagues comme ceci sur un versant et sur l'autre qui font un creux. C'est-à-dire que la ferme s'est voilée à cause justement du fait qu'il y a une contre-flèche d'un côté et une flèche de l'autre côté. Donc finalement, votre ferme se torche à cause des effets. Donc c'est toujours important de bien laisser coulisser votre chevron en pied de charpente. Donc au niveau de la pâte métallique, on vient mettre un tire-fond, d'accord, qui vient reprendre la sablière et éventuellement la structure. Et toute cette partie ici est fixée soit avec des clous crantés ou des clous torsadés, ou alors avec des vis, mais avec un filetage partiel. Si vous mettez un filetage total, la vis n'a pas la même résistance que si vous avez un filetage partiel. On peut assimiler, même si ce n'est pas tout à fait le cas, la vis à un clou, étant donné que vous avez un filetage partiel, ce filetage n'est pas déforcé, enfin la partie qui n'est pas filetée, pardon, n'est pas déforcée. Donc il faut que la partie entre la plaque métallique, donc entre la pâte métallique et le chevron, ne soit pas filetée pour que justement il ne casse pas avec les mouvements du bois éventuels. Ça, c'était important pour moi de l'expliquer. Voilà, est-ce que ça te paraît clair, Louis? Est-ce que tu as compris l'histoire? Voilà, super. Clair comme l'eau limpide, c'est ça? Voilà. Allez, on continue et on vous reprend après sur le toit.
nous sommes arrivés à la pose des pattes sur la sablière. Donc comme je vous ai montré au moment de la coupe, donc les pattes se posent ici hein, sur la base du mur. Et alors, comme vous pouvez remarquer, on tire une ficelle du dessus du chevron de charpente là-bas, au-dessus du chevron de charpente de l'autre côté, qui évidemment ici, on ne sait pas voir avec la planche que Louis utilise pour faire son gabarit de pose. Et alors, en positionnant les chevrons de charpente, on va venir s'aligner en bas de la ficelle pour être certain d'avoir un alignement identique entre tous nos chevrons de charpente. Donc là, il met toutes ses pattes à anthrax régulier. Une fois que ça c'est fait, on vous reprend pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc on le voit peut-être mieux de l'autre côté. Donc on a une ficelle qui est tirée de là-bas au coin à là-bas au coin. Et alors elle est vraiment sur le dessus du chevron, hein, on voit bien sur le dessus du chevron et le dessus du chevron, mais à la pointe. C'est important ça d'être au même endroit. Et ensuite on viendra positionner les chevrons sur la panne fêtière ici, comme celui-là en fait, hein, jusqu'en pied de charpente, et il sera fixé dans chaque patte qui a été positionnée à l'anthrax régulier défini par la dimension du bâtiment. Allez, on vous reprend pour la pose des chevrons de charpente. Donc voilà, ici je vais vous montrer un petit peu le petit détail que j'explique régulièrement avec les ficelles et les fameuses cales d'épaisseur. Donc ici, on a le chevron de charpente en bout de toiture et le chevron de charpente de l'autre côté, où on a mis la ficelle sur l'avant de la pointe du chevron, et pareil de l'autre côté. Ensuite, j'ai mis une petite cale d'épaisseur entre ma ficelle et l'autre. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vraiment bien compris, je vais en profiter d'être ici. Ma cale à fleurs. Si maintenant je ne fais pas ça, et que je me dis voilà, je viens pile à fleur, je viens comme ceci et je m'aligne. Voilà, là j'ai poussé mon chevron, enfin ma ficelle. On n'a peut-être pas le sentiment au moment où on le fait, on se dit ah bah ça va, je suis pile contre. Mais en fait quand on regarde ici, vous voyez, ma cale elle ne touche plus du tout. Et donc ça veut dire que le suivant sera d'office un peu plus haut, etc., etc. Et donc je reporte mon erreur. Par contre, si je viens ici et que je passe ma ficelle, là elle soulève légèrement. Ça veut dire que mon chevron pourrait être un tout petit peu remonté, d'accord? Mais le suivant, lui, je vais le mettre bon. Au pire, qu'est-ce que je vais avoir? Un demi-millimètre de différence entre ce chevron-là et ce chevron-ci, etc. Donc je n'ai pas d'erreur qui est reportée, mais j'ai des erreurs qui sont individualisées, ce qui veut dire que d'office, ici, j'aurai une ligne qui est parfaitement plane et mon alignement ne sera pas faussé par le fait d'avoir touché mon chevron, donc comme ceci. En faisant comme ceci, ben, je soulève, je pousse, enfin, je soulève, pardon, je pousse et je recule ma ficelle. Donc voilà, ici on va continuer la pose des chevrons de charpente. Donc maintenant vous voyez vraiment bien ce que j'expliquais tout à l'heure avec la patte qui est fixée avec un tire-fond dans la sablière et le trou oblong qui permet de laisser coulisser la patte vers l'avant et vers l'arrière. Et on est repris ici dans les trous de fixation, donc soit avec des vis, soit avec des clous torsadés. Je pense que j'en avais un tout à l'heure, oui voilà. Voilà, c'est un genre de clou comme ceci. Voilà. Alors moi ce que je fais régulièrement, en fait je mets deux vis pour maintenir et puis après je cloue parce que le fait de clouer directement ça fout un bordel, voilà. Donc ici moi je mets deux vis et puis alors par la suite je remets 4 clous comme ceci dans tous les trous parce que de nouveau je le répète, les clous résistent plus au mouvement du bois que les vis qui elles ont tendance à casser. Allez, on continue la pose des chevrons de charpente et on vous reprend après.
Bien voilà, donc nous voilà arrivés à la fin du troisième épisode en fait de l'ossature bois. Donc les panneaux Célite de toiture et de mur sont terminés. On reviendra avec vous, vers vous pardon, pour la prochaine vidéo, c'est avec le bardage de la même ossature. Malheureusement, avec les pénuries de matériaux, etc., on ne sera livré que d'ici 15 jours. Donc on réattaque une nouvelle ossature demain. Et c'était l'occasion pour moi de vous faire un petit retour déjà sur les machines qu'on avait eues de chez Festool pour ce chantier-ci. Et voilà, vous dire un petit peu ce qu'on en a pensé. C'est des machines que je n'avais pas dans mon parc machine à la base, donc j'ai beaucoup de choses. Mais par exemple, tout ce qui est 18 volts, etc., je n'ai pas du tout. Donc c'était l'occasion de vous expliquer un petit peu ce qu'on a ressenti, même si ce n'est qu'un seul chantier. Donc on n'a pas fait 36 choses avec, donc c'est une première approche, mais je trouvais ça intéressant de vous faire déjà un premier retour. Alors, première chose, voilà, on a la visseuse TID 18, donc c'est une visseuse à choc. Alors, première chose qu'on a remarqué avec cette visseuse, assez surprenant, mais ça permet de visser. Alors, ça permet de visser des vis Torx, des vis cruciformes, des vis plates et toutes sortes de vis. Vraiment, voilà, c'est surprenant, mais c'est pas mal. Alors, petite astuce, on est tombé dessus par hasard. Louis, vous savez, c'est un nouveau jouet, donc il chipote un petit peu. Vous avez un petit bouton ici, et en fait, ça permet de dévisser. Mais vraiment, mais c'est efficace, hein, ça dévisse vraiment. Alors, ça dévisse les vis torques, ça dévisse les vis cruciformes, ça dévisse les vis plates, toutes sortes de vis, quoi. Mais ça dévisse bien, et ça visse bien. Vraiment, pas mal, assez surprenant. Alors, au cas où vous oubliez vos clés le matin, c'est un peu difficile à trouver, ça fait aussi l'orbe de poche, donc ça c'est quand même assez intéressant, ça c'était pas mal. Ensuite on a la TS55, je vais dire, mais sur accu, donc la TSC55, qui est comme la TS55 mais seulement sur rail tout simplement, et sur batterie. Donc vous avez deux batteries 18 volts. Alors, première chose que je peux vous dire, ça coupe toutes sortes de planches. Donc, ça coupe aussi bien des planches de bois, ça coupe des planches de bois composite, ça coupe des planches d'aluminium. Voilà, ça coupe vraiment toutes sortes de planches. Et alors, des planches de bois d'arbre aussi, mais tous les arbres, hein, je veux dire, c'est du chêne, du sapin, du hêtre, du frêne, du noyer, de l'ipé, du padouk, enfin, toutes sortes de bois. Vraiment super efficace, donc jusque-là, vraiment nickel. Alors, ensuite, on a la HKC55. C'est un peu le même principe que la TS55, je vais dire. La seule différence, c'est qu'elle est fixée sur un rail en permanence et vous avez deux butées. Alors, pareil, c'est une machine qui permet de couper du bois. Mais là, je suis un peu plus réservé. J'aurais plutôt tendance à couper tout ce qui est bois de petites sections en toiture. C'est très léger, très maniable. Il y a même un rail plus petit. Mais voilà, là, ça coupe du bois d'arbre, en effet, aussi, mais plutôt les résineux, quoi. Je suis un peu plus réservé sur les bois comme le chêne ou le noyer ou le hêtre, voilà, plutôt sur le sapin, quoi. Donc voilà. Allez, trêve de plaisanterie, je vais faire un petit retour, voilà, on est comme d'habitude, on ne sait pas se passer de déconner. Donc vraiment, premier retour positif, la visseuse, sincèrement, moi j'avais une Makita comme vous le savez, et honnêtement, elle a quand même tendance à taper plus fort. Beaucoup plus légère, plus ergonomique. Maintenant, voilà, à voir dans le temps, avoir la qualité de la batterie dans le temps. Mais en tout cas, ici, on a fait tout le chantier avec une seule batterie. Donc, on n'a pas dû recharger une seule fois. On l'avait reçu, on avait chargé. Non, je mens. On a dû changer une fois juste avant d'arriver à la toiture. Mais voilà, vraiment, en termes d'autonomie, vraiment très surpris. Donc, on a mis tous les panneaux d'OSB du plancher. On a fixé tout ce qui est montant de l'ossature, etc. Donc en termes d'autonomie, vraiment super. Après, voilà, le mandrin, etc., à voir dans le temps. Mais sur un premier chantier, vraiment super expérience. Alors, deuxième machine, la TSC, je ne sais plus, TSC 55. Alors là, c'est pour moi vraiment la grosse surprise. À la base, je ne suis pas fan des machines 18 volts, etc.
honnêtement, j'ai le sentiment qu'elle est même plus puissante que la filaire. C'est un ressenti sur ce chantier-ci, mais c'est vraiment bluffant. On a coupé tous les panneaux Célite avec, on a coupé une bonne partie des panneaux OSB avec, tous les panneaux de Célite de toiture. Le Célite, il faut savoir que c'est une crasse pas possible, donc ça bloque tout le capot avec la poussière, c'est une poussière assez compacte, etc. Elle n'a jamais faibli. On n'a pas rechargé les batteries du chantier, hein, Louis, vraiment totalité du chantier avec les batteries. Là, vraiment pour moi, la belle surprise de cette machine en 18 volts, le principe c'est exactement le même que les autres machines, hein, avec les réglages de profondeur et tout, mais en termes de puissance pour une machine sur accu, j'ai vraiment été bluffé. On va le tester justement ici de nouveau sur le chantier, plutôt sur le bois massif. On va tester. Les chevrons de charpente, par contre, je les ai coupés avec la HKC 55. Comme je le disais, machine très maniable, légère. Il y a un guide de 20 cm qui à mon avis est très pratique pour couper ce qui est petit chevron ou petit rayon de charpente. Par contre, je sens qu'on force quand même un peu sur le moteur quand on doit travailler sur des sections un peu plus grosses ou quand on doit travailler en travers du fil. Mais sinon, c'est une machine en hauteur très pratique. Donc voilà. Et alors, la dernière machine qu'on a utilisée, c'est la SSU 200, qui est certainement peut-être un peu moins connue de ce type de machine. Là, ça nous a permis quand même de couper les lames, les collets. On va essayer de délarder une panne fêtière ici sur le nouveau bâtiment. Donc c'est recouper le dessus de la panne fêtière avec deux angles bien distincts sur tout le long de la poutre. Donc c'est une poutre qui fait 6,50 m. Mais sinon, pour tronçonner, c'est franchement super agréable. Et le côté pratique, comme vous l'avez vu dans la vidéo, ben, c'est qu'on peut l'utiliser sur le guide. Donc on sait l'utiliser d'une manière sécuritaire d'une part et d'autre part très précise, puisqu'il suffit d'aligner de nouveau le pare-éclat de notre rail pour avoir une coupe précise et propre. Alors, est-ce que tu penses qu'on avait autre chose à ajouter, Louis? Le vis inox. Ah oui. Alors, un truc, voilà, Louis, mais ça c'est quand même super important. Un truc qu'on a oublié, c'est qu'avec la visseuse, donc, comme vous avez vu dans la vidéo, on a mis des vis électrozinguées, d'accord? Mais vous pouvez aussi mettre des vis inox de la même manière, donc des Torx, des vis cruciformes et des vis plates, mais ça marche aussi avec les électrozingués jaunes, donc ça marche avec toutes sortes de vis. Bon allez, c'était pour la déconne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que voilà, ça vous a plu aussi d'avoir un petit retour là-dessus. Maintenant, je ne vais plus voilà, prendre le temps de chaque fois représenter les machines, mais là c'était la première fois qu'on utilisait les machines qui ne faisaient pas partie du parc. Je trouvais ça intéressant de vous donner un petit retour. Et maintenant vous allez les voir utiliser d'une manière un peu plus intensive, en tout cas plus régulière dans les autres vidéos. Comme ça vous donnera aussi une idée sur la longueur, même si ici c'était pour une première approche et une première utilisation, même si elle a été malgré tout assez intensive. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Donc la prochaine, c'est de nouveau une ossature bois et j'ai investi dans un drone, donc j'espère que vous aurez de belles images avec et j'espère surtout que je ne vais pas le planter. Voilà, allez, salut, à bientôt.